j'avais en fait essayé dans cette réflexion de porter à un niveau de généralité plus grand ce que j'avais déjà exprimé en 2001 à Saint-Étienne sur le pathos du traducteur de Michon. Et dans ce texte de 2009, donc dans cette conférence de 2009, je m'étais attaché à essayer de comprendre pourquoi une œuvre d'une telle envergure que celle de Michon euh, soit relativement peu traduite. Il y a eu des tentatives de traduction dans les grandes langues littéraires, l'Allemagne, l'anglais, mais on se rend compte que les traducteurs n'ont pas fait œuvre, ils n'ont pas poursuivi leur projet de traduire Michon. Il y a eu pas mal de changements d'éditeurs aussi. La traduction américaine de Vie minuscule sous le titre très affadi de Small Lives, elle s'est fait attendre pendant des années. Je crois qu'il y a eu plusieurs traducteurs qui ont voulu s'y mettre et que finalement ça n'a été fait qu'à la deuxième ou à la troisième tentative. Et je pense bon, ceci encore pour dire que les Pays-Bas sont assez étonnamment le seul pays où on a fait un effort conséquent de traduire l'œuvre, de publier l'œuvre traduite de Michon dans son intégralité. Et je crois que ça tient au-delà des facteurs peut-être culturels et sociaux. Ça tient aussi aux défis proprement littéraires de cette œuvre et aux difficultés de traduction qu'elle soulève. Et qu'il y a quelque chose de, il y a quelque chose d'absolutiste, quelque chose dans tous les sens du mot, quelque chose d'extrême dans la prose de Michon qui n'est pas peut-être visible à la première lecture, mais qui rend sa reconversion, sa recréation dans une autre langue problématique. Et c'est ce que j'ai essayé de dire dans cette conférence à Cerisy, où j'avais remarqué pour commencer que le thème de l'expatriation, du changement de langue et du changement de lieu, le bond dans l'inconnu, est un motif que Michon a lui-même exploité, notamment dans Vie minuscule et de façon exemplaire dans La vie d'André Dufourneau, où il décrit l'émigration d'André Dufourneau pour le lointain, pour l'Afrique, le continent noir, où il deviendra riche ou en mourra. Et Michon lit cette expatriation explicitement à l'ambition littéraire de l'auteur lui-même. Donc il a lui-même vu l'expatriation physique comme une métaphore du projet littéraire, et tout ce que j'ai fait, c'est essayer de tirer les conséquences de ce lien métaphorique en disant que la prose de Michon pourrait être vue comme la manifestation, la matérialisation d'une expatriation dans la langue française elle-même. Justement parce qu'elle réunit des extrêmes des extrêmes stylistiques, des ruptures de registre tellement abruptes qu'on a la sensation que la langue classique que véhicule souvent Michon, mais qui est minée de l'intérieur par le patois ou par des ellipses fulgurantes, que cette langue littéraire qu'il a forgée est une tentative de faire rentrer dans la prose tout ce que la société et tout ce que la littérature française et aussi donc la société française lui permet
de dire. Donc c'est un effort violent. L'expression violente liberté est une expression qu'affectionne particulièrement Michon pour élargir maximalement le lexique, non seulement le lexique, mais le lexique est primaire pour avoir tous les moyens littéraires à sa disposition, toute la flexibilité rythmique toute la richesse de la phrase qui est à l'œuvre dans sa prose. Là, je crois que je suis en train de me perdre un peu dans ma syntaxe, mais c'est le problème mon problème en fait, c'est que je suis toujours tellement à l'affût de trouver le mot juste que quand je parle, je m'interdis de parler librement il y a une sorte de censure de la parole orale qui est une déformation professionnelle, on pourrait dire. Tenir les extrêmes, s'expatrier dans sa propre langue. J'ai conclu mon discours de Cerisy, pour le dire avec grandiloquence, en disant que c'est exactement ce défi que doit relever le traducteur. Il doit aussi tenir les extrêmes, il doit chercher à élargir son lexique au point d'épouser celui qu'utilise Michon. Il doit s'affranchir des conventions littéraires au point de permettre les ruptures de style et de registre qui sont ceux de Michon, celles de Michon. Et cet effort d'aller au bout de ce que la langue cible, comme on dit, lui permet de faire, je pense que c'est vraiment un présupposé pour que l'œuvre de Michon puisse avoir une chance de revivre dans toutes ses dimensions et dans toute sa richesse dans d'autres langues que le français. Et j'avais terminé par un petit artifice littéraire, ma conférence de Cerisy, et je vais en profiter de cette belle occasion que m'offre Daniel, mon ami, pas de toujours, mais de très 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 longtemps, pour répéter cette fin un peu rhétorique. Et je vous lirai ce que j'ai dit à Cerisy pour clôturer mon discours. On ne se soustrait pas aux apories de la traduction. L'alternative n'est pas de traduire ou de ne pas traduire. Michon non traduit, ce serait comme le café de Dufourneau jamais torréfié, éternellement vert et arrêté en un point prématuré de son cycle, chaque jour davantage d'hier, de l'au-delà, d'outre-mer. Pour lui rendre son odorante présence et permettre à chacun d'y goûter, le traducteur doit se faire torréfacteur. Traducteurs de tous les pays, allumez vos feux. Ainsi donc, de koffie was bidprent of grafschrift. Een vermaning voor het denken dat al te grif aan vergetelheid toegeeft. Bedwelmd als het is en afgeleid door het geroezemoes van de levende. Gebrand en drinkbaar zou hij zijn verlaagd, ontwijd tot geurige aanwezigheid. Eeuwig groen, voortijdig gestuit in zijn cyclus, was hij elke dag meer van gisteren, van de andere wereld, van overzee. Hij behoorde tot de dingen die het timbre van de stem veranderen als je over ze spreekt. Die koffie was daadwerkelijk het geschenk van een wijze uit het oosten geworden.